pendant des décennies, en fait, on nous a martelé une idée vraiment très précise sur le cancer. On a tous appris que c'était une sorte de loterie tragique cachée dans notre ADN. Ouais, une erreur génétique pure et dure. Voilà, une mutation totalement aléatoire qui d'un coup transforme une cellule parfaitement saine en une machine qui se multiplie sans aucun contrôle. Mais imaginons un instant un truc complètement fou. Vas-y. Des chercheurs prennent une cellule cancéreuse, donc avec tout son ADN muté, cassé, qui est censé être responsable de la maladie. Ils extraient son noyau, vraiment proprement, et ils l'insèrent dans une cellule saine. D'accord. Si la théorie génétique classique est vraie, cette nouvelle cellule devrait forcément devenir cancéreuse, non? Bah, il se passe rien. Rien du tout. Rien. La cellule grandit normalement, pas l'ombre d'un cancer. C'est le genre de découverte qui pourrait carrément forcer la médecine moderne à jeter tous ses manuels par la fenêtre. Ah, c'est sûr que c'est un changement de paradigme qui donne le vertige, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va décortiquer une interview vraiment fascinante. Ouais, Avec le docteur Thomas Seyfried. Alors, il est professeur de biologie, de génétique et de biochimie au Boston College. Et ce qu'il avance, en se basant sur des dizaines d'années de recherche, c'est que le cancer ne serait pas du tout une maladie génétique. ce qui est une affirmation énorme. Énorme, ouais. Pour lui, c'est fondamentalement un trouble métabolique. En gros, un gros problème de gestion de l'énergie directement au niveau de la cellule. D'accord. Mais pour bien capter l'ampleur de ce qu'il propose, il faut déjà qu'on pose les bases de ce que dit la science classique aujourd'hui. C'est quoi exactement cette fameuse théorie génétique qui dicte tout dans les hôpitaux en ce moment? Alors, le dogme actuel, c'est la théorie des mutations somatiques. Pour faire simple, l'idée, c'est que des mutations apparaissent à l'intérieur du noyau de la cellule, là où il y a notre ADN, quoi. Le fameux code source? Voilà. Et la théorie dit que certaines mutations, qu'on appelle les mutations pilotes, vont littéralement pirater la cellule. Elles prennent le volant et elles provoquent cette tumeur. Et quasiment toute la recherche et les labos pharmaceutiques se basent là-dessus pour faire des traitements. Et c'est là que la fameuse expérience dont je parlais au début, le transfert nucléaire, vient tout casser. Parce que si le problème c'est vraiment le noyau, le fait de transférer ce noyau muté devrait rendre la cellule malade. Logiquement, oui. Mais les expériences que le docteur Seyfried met en avant, c'est une anomalie dévastatrice pour cette théorie. Tu mets le noyau malade dans le fluide d'une cellule saine, le cytoplasme, et la cellule reste saine. Mais le plus troublant, c'est quand ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils prennent un noyau en pleine santé et ils le mettent dans la cellule malade. Exactement. Noyau intact, ADN nickel, implanté dans une cellule tumorale qu'on a vidée de son propre noyau, et là, bam! Le cancer se développe de façon super agressive. Attends, donc avec un ADN parfait, la cellule devient quand même cancéreuse. Ouais, la conclusion de Seyfried, elle est claire. Le vrai problème n'est pas dans le noyau, mais dans le reste de la cellule, et plus particulièrement dans les mitochondries. Les fameuses centrales énergétiques de nos cours de bioterminale. C'est ça, les petites usines à énergie. En fait, c'est comme si on passait des années à accuser le volant de la voiture ou le GPS de nous faire des embardées sur l'autoroute, alors que si on soulève le capot, le moteur est littéralement en train de prendre feu. J'adore l'image, c'est exactement ça. Le noyau, c'est le volant, mais la mitochondrie, c'est le moteur. Et quand ces mitochondries s'abîment et commencent à dysfonctionner, elles vont relâcher des espèces réactives de l'oxygène. On appelle ça les ROS. Ok, pause vocabulaire pour que tout le monde suive. Ces ROS, dans notre métaphore de la voiture, c'est quoi? Des étincelles qui sautent du moteur cassé? Parfait. Ce sont des molécules instables, très toxiques, des radicaux livres, quoi. Donc ces étincelles jaillissent et elles brûlent tout autour d'elles dans la cellule. Et à ton avis, elles finissent par toucher quoi au passage? Le noyau et l'ADN? Bingo. Donc Seyfried dit que les mutations génétiques qu'on voit partout dans le cancer, c'est pas la cause. C'est juste un dommage collatéral, l'effet secondaire du moteur qui a explosé en premier. Les mutations, c'est la fumée, et le vrai feu, c'est la mitochondrie cassée. Exactement. Mais du coup, si on pousse cette logique, on devrait pouvoir trouver ces fameuses mutations génétiques chez des gens qui ne sont même pas malades, non? Puisque c'est juste de la fumée. La littérature scientifique confirme complètement ça. C'est le gros angle mort de la recherche actuelle. On trouve des milliers de ces mutations pilotes dans des tissus humains normaux. Ah ouais? Genre où? Sur la peau exposée au soleil ou dans l'œsophage. Les cellules sont pleines de mutations et pourtant zéro tumeur. Et à l'inverse, il y a des cancers hyper agressifs où on trouve aucune mutation génétique majeure. La théorie génétique seule ne peut juste pas expliquer ça.
D'accord, donc si le moteur, la mitochondrie, tombe en panne, normalement, une cellule normale, elle devrait juste s'éteindre et mourir, non? Pourquoi là, au lieu de mourir, elle se met à proliférer comme une folle? Pour piger ça, faut faire un saut dans le temps. Année 1920, laboratoire d'Otto Warburg, un prix Nobel. Il observe des tumeurs et il remarque un truc bizarre. Les cellules cancéreuses, elles respirent presque plus d'oxygène, par contre, elles engloutissent des quantités industrielles de sucre, de glucose. Alors que normalement, on utilise l'oxygène pour faire de l'énergie proprement, c'est ça? Ouais, la phosphorylation oxydative, c'est super efficace. Mais quand la mitochondrie est détruite, la cellule étouffe. Et pour survivre à la mort, elle ressort un vieux mécanisme de secours ultra primitif, la fermentation. La fermentation, Hmm. comme les bactéries? Exactement. Faut remonter à 2,5 milliards d'années, quand la Terre n'avait pas d'oxygène. La vie survivait juste en fermentant. C'est un rendement nul. Ça donne très peu d'énergie, mais ça marche sans oxygène. À condition par contre d'avoir énormément de carburant. Et donc, c'est quoi ce carburant qu'elle brûle à la place de l'oxygène? Seyfried identifie deux carburants exclusifs. Le glucose dans le sang, donc le sucre, et la glutamine, qui est un acide aminé super abondant dans notre corps. En fermentant ça comme des dingues, les cellules cancéreuses recrachent des déchets toxiques, surtout de l'acide lactique, Qui vient acidifier tout ce qui est autour de la tumeur. et qui l'aident à se propager. Ouais. Mais c'est fou! Ça pose une question presque existentielle, je trouve. Si ces cellules réactivent un logiciel vieux de milliards d'années, juste pour pas mourir asphyxié. Le cancer, c'est pas un corps étranger, c'est littéralement notre propre corps qui appuie sur un bouton de survie d'urgence, mais ça tourne au désastre. C'est exactement ça, une régression évolutive. Et ce qui prouve que le moteur est mort de chez mort, c'est l'effet Warburg. Même si tu prends ces cellules cancéreuses et que tu les inondes d'oxygène, elles continuent de fermenter le sucre. Ah, elles peuvent même plus repasser en mode normal? Impossible. La machinerie est détruite. Elles sont bloquées dans ce mode survie. Ok, la cellule panique, elle fermente parce que ses mitochondries sont HS, mais la question à 1 million de dollars, c'est purée, qu'est-ce qui casse nos mitochondries aujourd'hui? On a l'impression que c'est une épidémie moderne, le cancer. Et c'en est une. Le contraste historique est frappant. Historiquement, le cancer était hyper rare. Chez les Inuits avant l'alimentation moderne, ou les tribus observées par Albert Schweitzer au siècle dernier, l'incidence était presque de zéro. Ça explose seulement avec l'arrivée du mode de vie occidental. Et j'imagine que c'est pareil chez les animaux. C'est fascinant, ouais. On partage 98% de notre ADN avec les chimpanzés. On n'a jamais documenté un seul cancer du sein chez une femelle chimpanzé dans la nature. Les loups sauvages ne meurent pas de cancer. Par contre, nos chiens domestiques, c'est la cause numéro 1 de mortalité. Bah oui, ils mangent nos croquettes transformées, ils dorment sur le canapé, donc c'est notre environnement. C'est quoi exactement ces agresseurs modernes? C'est un gros cocktail. Manque d'exercice, glucides ultra transformés à tous les repas, stress chronique, manque de sommeil. Et tu ajoutes la pollution, les microplastiques, les produits chimiques. D'ailleurs, l'interview donne un exemple génial pour comprendre comment on passe de l'environnement à la mitochondrie cassée. Le cas du talc. Ah oui, le talc. Explique-nous comment une poudre peut faire ça parce que c'est pas intuitif du tout. Imagine que les particules de talc se logent dans les ovaires ou les poumons. Le système immunitaire repère l'intrus. Donc il envoie ses ouvriers de la voirie, les macrophages, pour avaler et digérer la menace. Sauf que le talc, c'est un minéral. Ça se digère pas. Voilà, les macrophages essayent, ils n'y arrivent pas, ils s'épuisent et ils meurent. En mourant, ils relâchent des signaux d'alarme chimiques, les cytokines. Ça appelle encore plus de macrophages. Ça crée une énorme inflammation chronique, une guerre des tranchées. Et cette guerre, elle génère ces fameux ROS, les étincelles dont on parlait. C'est ça. Le brouillard toxique de cette inflammation détruit les mitochondries des cellules saines autour. Ces cellules étouffent, basculent en fermentation pour survivre, et bam, le cancer démarre. C'est limpide, franchement. En fait, si on y réfléchit du point de vue de l'évolution, imaginons nos ancêtres dans la préhistoire. Ils survivaient en chassant un petit lièvre, en cueillant des queubets, ils marchaient des kilomètres. Si on balançait un carton de beignets industriels dans leur caverne, c'est sûr qu'ils mangeraient tout, hein. Ah ils se jetteraient dessus, hein. On est programmé pour stocker la moindre calorie, parce que c'était rare. Mais là, l'industrie alimentaire nous inonde de sucre bon marché, et nos cellules ont toujours le logiciel de l'âge de pierre. C'est le point clé. L'obésité moderne, c'est pas un défaut du corps humain. Le corps fait parfaitement son job. Il stocke pour la prochaine famine. Sauf que la famine n'arrive jamais, quoi. Ouais. On baigne tout le temps dans l'insuline et le glucose, et nos mitochondries finissent par griller. Bon, alors si on sait tout ça, si le cancer ne peut tourner qu'avec du glucose et de la glutamine, comment on utilise cette grosse faille métabolique?
On peut couper les cendres du moteur cassé sans tuer les moteurs sains. C'est exactement le principe de la thérapie métabolique de Seyfried. L'idée est d'affamer la maladie. Si le cancer se nourrit de sucre, il faut faire chuter le glucose sanguin au maximum. D'accord, mais le corps a besoin d'énergie. Le cerveau surtout, non? Oui, et c'est là que le foie prend le relais et produit une énergie de substitution, les corps cétoniques. C'est la fameuse cétose nutritionnelle qu'on atteint par un jeûne très profond ou en régime cétogène hyper strict. Mais pourquoi la cellule cancéreuse, elle, ne se dit pas juste « Ok, il n'y a plus de sucre, je vais manger ces corps cétoniques ». Parce qu'elle n'en a pas la capacité physique. Les cétones, c'est un carburant super premium. Les mitochondries saines, du cerveau ou du cœur, adorent ça. Ça brûle avec très peu d'oxygène. Mais pour les utiliser, il te faut des mitochondries intactes. Ah, et comme la cellule cancéreuse les a détruites pour fermenter? Elle est aveugle aux cétones. Elle baigne dans l'énergie, mais elle meurt de faim. C'est brillant. Et Seyfried parle d'un outil de mesure pour ça, le GKI, l'indice glucose-kétone. C'est quoi l'objectif? Il faut maintenir ce GKI en dessous de 2.0. En gros, ça veut dire que tu as beaucoup plus de cétones que de sucre dans le sang. Mais attention, c'est recréer chimiquement l'état d'un humain préhistorique qui n'a rien mangé depuis des jours. Ah ouais, donc c'est extrême. Il y a des cas documentés où ça a vraiment marché? L'interview détaille des trucs sidérants. D'abord, un pitbull 7 ans avec une grosse tumeur agressive. Sa maîtresse refuse le veto standard. Elle lui donne que du poulet cru, de l'huile de poisson et baisse les calories. La tumeur fond, le chien vit jusqu'à 15 ans et demi. Incroyable. Et chez les humains? Il y a le cas fameux de Pablo Kelly. En 2014, glioblastome. C'est le cancer du cerveau le plus rapide et incurable. Espérance de vie en mois, quoi. Il refuse chimio et rayons. Il fait que de la gestion métabolique stricte, contrôle son GKI, fait des jeûnes longs. Et il survit combien de temps? 10 ans. 10 ans avec un cancer du cerveau terminal. Et quand il meurt en 2024, c'est même pas du cancer, c'est une complication d'une opération chirurgicale. C'est une résilience de dingue. Mais soyons très pragmatiques 2 secondes. Maintenir un jeûne à l'eau, calculer chaque gramme de glucides, avoir un GKI sous 2.0, c'est une torture psychologique, non? C'est monstrueux, ouais. On vit dans un monde hyper stressant avec Uber Eats qui te livre des burgers en 10 minutes. Demander une discipline militaire pareille à quelqu'un qui est déjà épuisé par la maladie, c'est pas le plus gros frein à cette thérapie. C'est son talent d'Achille. Prendre une pilule ou faire une perfusion, tu es passif. La thérapie métabolique, elle, exige que le patient devienne un ingénieur acharné de sa propre physiologie. Zéro marge d'erreur. Ça demande un mental d'acier et un entourage qui s'aligne pour éviter les tentations. Ce qui amène forcément à la grande question, la grosse confrontation avec la médecine classique. Si tout ça est logique, si Otto Warburg l'a vu en 1920, pourquoi on prescrit pas ça dans tous les hôpitaux de la planète? C'est la partie la plus brûlante de l'interview. Et il faut bien préciser pour ceux qui nous écoutent, on expose ici les opinions tranchées du docteur Seyfried. On n'est pas là pour valider ou condamner la médecine, on explore ses idées. C'est très important de le rappeler, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il reproche concrètement aux soins standards comme la radiothérapie? Pour lui, c'est catastrophique. La radiothérapie sur le cerveau, ça irradie la tumeur, ok, mais ça détruit aussi énormément de tissus sains autour. En mourant, ces cellules saines libèrent massivement, devine quoi? Du glucose et de la glutamine? Exactement, directement dans les tissus lésés. Mais on vient de créer un champ de ruines géant avec toutes les réserves de nourriture du quartier éventré. Les rats qui survivent, ils ont un buffet à volonté pour se multiplier dans les décombres. C'est tout à fait son argument. Tu nourris les survivantes avec leur carburant préféré. Et il a la même critique sévère pour des médicaments comme l'Avastin, qui coupent les vaisseaux sanguins de la tumeur pour l'affamer. Ce qui paraît logique sur le papier pourtant. Et sur l'IRM, la tumeur principale arrête de grossir. On crie victoire. Sauf que La cellule cancéreuse est une survivante née. Elle fait quoi? elle panique, elle se deshache et elle se diffuse partout dans le cerveau pour trouver du glucose ailleurs. Elle s'éparpille comme un brouillard invisible. L'IRM a l'air propre, mais le cancer a métastasé, ce qui réduit la survie globale au final. C'est des accusations lourdes, surtout quand on sait que l'Institut national du cancer américain lâche quoi, 7 milliards par an, quasiment tout dans la génétique? Il y a toute une industrie, des carrières, des labos bâtis là-dessus. Seyfried utilise l'analogie de la révolution copernicienne. Pendant des siècles, la science disait que la Terre était au centre de l'univers. On faisait des calculs hyper compliqués pour expliquer les orbites des planètes. Puis, Copernic et Galilée arrivent et disent « Non, c'est le Soleil au centre, regardez, les maths sont toutes simples. » Mais la résistance a été brutale, parce que ça voulait dire que tout le monde avait tort depuis 2000 ans. Théorie métabolique, c'est jeter des décennies de recherche, réécrire les cours de médecine et admettre que les médicaments génétiques hors de prix s'attaquent juste à la fumée, pas au feu.
C'est pas forcément malveillant, c'est juste que l'inertie du système est gigantesque. C'est clair. Et ce parcours qu'on vient de faire, c'est vraiment profond. On part d'une théorie où on est juste victime de notre ADN, à une vision où nos cellules mènent une rébellion désespérée, Une lutte pour la survie, ouais. une lutte déclenchée parce qu'on a asphyxié nos mitochondries avec notre sédentarité, nos aliments ultra transformés, notre pollution. C'est plus une question de malchance, c'est un vrai problème d'énergie. Et du coup, ça soulève une question vertigineuse pour finir. Si notre monde moderne est devenu fondamentalement toxique pour notre machinerie cellulaire, au point de déclencher ce mécanisme de survie mortelle, est-ce qu'on peut vraiment se contenter de chercher un traitement miracle individuel? Ou bien est-ce que la seule vraie solution, ce serait de complètement réingénierer notre société et la façon dont on mange? Ah bah ça donne de quoi réfléchir pour notre public. Peut-être qu'on passe trop de temps à réparer la carrosserie emboutie, alors qu'il faudrait juste écouter comment le moteur tourne. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Continuez à analyser, à remettre en doute ce qui semble acquis, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans la connaissance.